Salam alaikum. Alors j'espère que mon son peut vous arriver. Alors je vais peut-être attendre un tout petit peu, le temps que euh, tout le monde puisse nous rejoindre. Et je vais commencer directement après la présentation. Euh, Tout le monde puisse nous rejoindre. Et je vais commencer directement après. Parfait. Alors je crois que la diffusion se passe globalement bien. Donc bon, aujourd'hui encore, on va parler de transformation digitale. Déjà, bienvenue sur la page de l'initiative Qara Dar. C'est un plaisir à chaque fois de retrouver en fait euh, les, les utilisateurs de la page, de retrouver en fait les différents lives. J'apprends énormément de live. Et donc on va essayer au travers de ce live de prendre 30-40 minutes pour parler de transformation digitale, cette fois-ci sur un volet purement technologique. D'accord. Et ça va être également l'occasion de parler éventuellement d'un sujet qui aujourd'hui préoccupe pas mal de monde, c'est la sécurité et la cybersécurité. C'est un élément qui est important, et notamment dans ces phases de confinement. On voit clairement qu'il y a aujourd'hui des soucis de sécurité concernant des applications comme Zoom, donc on va essayer un peu d'y voir un peu plus clair. Voilà, donc ça c'est un peu le programme. Bon, on va commencer tout de suite. Bon, déjà, je me présente. Je m'appelle Mohsen Khalissi, je suis ingénieur, docteur en informatique. Je suis également professeur à l'Université Hassan I de Staz, plus précisément à l'Université de Staz. Et j'ai été entrepreneur dans plusieurs entreprises dans le domaine du digital. Euh, j'ai participé à fonder une entreprise qui s'appelle Neoxia. Je suis également associé dans une entreprise qui s'appelle Agri Data Consulting. Et je suis associé dans plusieurs autres entreprises qui interviennent dans le domaine de la transformation digitale. Je suis également consultant auprès d'organismes internationaux, notamment la Banque mondiale et la BERN, sur des volets qui concernent la transformation digitale. Voilà pour les présentations. Donc, on va essayer un peu d'aborder le sujet de la transformation digitale par rapport à la question avec quoi? Comment on peut faire de la transformation digitale? Quels sont les outils? Quelles sont les solutions? Quels sont euh, en fait, les outils, les équipements dont on dispose, on doit disposer pour faire de la transformation digitale? Alors, ce sujet, justement, qui est euh, tout ce qui concerne justement la partie outillage, c'est un volet qui est assez important et en fait, qui va permettre justement de voir les différentes technologies qu'on utilise dans le digital. Alors, dans ce slide, si vous arrivez en fait à voir le slide, euh, en fait, il y a une panoplie d'outils. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la plupart de ces outils-là, on les utilise déjà. La plupart d'entre nous. Alors, quand on parle du cloud, peut-être ça peut paraître c'est un mot en anglais qui veut dire le nuage. Et derrière, en fait, c'est tout un ensemble de technologies. Mais aujourd'hui, tout le monde, pratiquement tout le monde, utilise le cloud. Alors, vous utilisez Google Photos sur votre téléphone, bah, vous utilisez le cloud. Vous utilisez iCloud de Apple, vous utilisez le cloud. Vous utilisez les différents services de Google, tels que Google Drive, donc vous utilisez le cloud. Et donc, même quand vous utilisez par exemple la messagerie Google, ben, c'est du cloud, c'est au mode SaaS. Donc il faut savoir que le cloud, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qu'on utilise depuis pas mal d'années, et c'est quelque chose principalement permettre d'utiliser des technologies sans devoir disposer d'infrastructures correspondantes. C'est-à-dire tout simplement que l'accès à la technologie, aussi bien en termes de plateformes technologiques, donc les outils logiciels, les serveurs d'applications, les serveurs de base de données, que en termes de solutions carrément, donc que ce soit une solution CRM, de messagerie, une solution collaborative, tous ces outils-là, au lieu de devoir avoir une infrastructure correspondante, avoir les licences et bien entendu les installations qu'il faut, devoir à partir de là euh, faire la configuration et les différentes installations nécessaires, tout ça on peut tout simplement le zapper, tout simplement parce que on n'a pas besoin de le faire. Et en fait ces opérateurs cloud vont nous permettre justement
de disposer très rapidement de ces technologies sans devoir installer quoi que ce soit. Alors, bien sûr, quand on parle du cloud, il y a trois types de cloud. Alors, on va parler euh, en fait ce qu'on appelle l'IaaS, l'Infrastructure as a Service, c'est-à-dire en fait c'est l'infrastructure qu'on va utiliser en tant que service. Donc on va transformer le produit informatique en un service. Alors typiquement, un serveur, au lieu d'acheter un serveur, de l'installer, d'avoir une salle machine, de mettre à disposition la climatisation, d'avoir en fait toute l'administration qui va avec, on va tout simplement utiliser une infrastructure qui est sur le cloud. Ça peut être un serveur, un espace de stockage, du réseau. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IaaS. Le deuxième type de cloud, c'est ce qu'on appelle le PaaS. C'est tout simplement plateforme as a service. Généralement, quand on a un serveur, on a besoin d'installer des choses. On a besoin d'installer un système d'exploitation, Windows par exemple, ou Mac, ou Unix ou autre. On a besoin d'installer des systèmes de gestion de bases de données, Oracle, SQL Server ou autre. On a besoin d'installer des serveurs d'application. En tout cas, on a besoin d'installer un ensemble de logiciels, ce qu'on appelle la plateforme. Ben, c'est pas le film. Donc cette plateforme-là, au lieu de l'acheter, de l'installer, de devoir disposer de licences qu'il faudrait payer, bien entendu de devoir installer, configurer et par la suite administrer, on peut tout utiliser sur le cloud. La même chose aujourd'hui, des offres de IBM, de Google, de Microsoft, permettent justement d'accéder à ces services. On va retrouver par exemple chez Google l'ensemble des infrastructures nécessaires pour développer des applications, de même chez Microsoft avec Azure, de même chez Amazon avec Amazon Web Services et chez les autres opérateurs cloud, même Alibaba par exemple, il a son propre cloud. Donc tous ces éléments de plateforme, au lieu de les acheter, on va les louer. Et donc l'intérêt justement de cette plateforme as a service, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle as you go, d'utiliser à la demande, donc on demand, et en fait you pay as you go. Vous ne payez que ce que vous consommez. Et ça c'est un élément qui est fondamental parce que ça permet d'enlever l'ensemble des barrières d'accès à la technologie, notamment pour les PME, pour les TPE, pour l'ensemble des acteurs. Alors, ça, c'est très, très important. Et puis, bien entendu, il y a un troisième type de cloud qui est le SaaS. C'est le Software as a Service. Alors aujourd'hui, pratiquement la plupart des grands éditeurs, ils offrent leurs solutions en mode SaaS. Donc vous avez certainement entendu parler de SAP en mode SaaS, de Sage en mode SaaS, d'Oracle en mode SaaS. C'est-à-dire aujourd'hui, bien entendu, dans des secteurs comme le CRM par exemple, aujourd'hui, l'acteur le plus en vue qui est Salesforce, c'est un acteur qui a commencé dès le départ sur le cloud. Et donc aujourd'hui, le cloud est devenu un nouveau standard quelque part par rapport à l'utilisation des solutions, à l'utilisation des technologies. Alors, deuxième élément qui est aussi important, c'est que, en fait, dans le cloud, quelque part, il va permettre de centraliser ces infrastructures, ces plateformes, ces logiciels, de centraliser les solutions et surtout également de centraliser les données. Alors là, bien entendu, il y a un enjeu important de sécurité. Et là, en fait, toutes les solutions cloud dont on dispose, tous ceux que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien, euh, il y a des enjeux de sécurité. Parce que dès lors qu'on va centraliser ces données-là chez un opérateur, chez un acteur, chez un éditeur, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Déjà, on ne sait pas ce qu'il en fait au niveau client. Quelles sont les données qu'il partage, quelles sont les données qu'on partage avec lui, et comment il les utilise par la suite, soit commercialement, soit pour des raisons de sécurité. Ça on a vu plusieurs problématiques qui se sont déclenchées dans des pays comme les États-Unis sur ce sujet. Donc le cloud, ça a beaucoup d'avantages, clairement, parce que ça a un ensemble d'efforts qui, si on n'utilise pas le cloud, on devrait les faire, parce que on va être obligé, par exemple, d'installer, de configurer, d'avoir des personnes pour administrer. Donc tout ça, c'est des efforts qu'on va quelque part épargner quand on va utiliser des solutions cloud. D'accord? Mais derrière, il y a des enjeux de sécurité. Alors, des enjeux de sécurité à l'échelle individuelle, par rapport à tout ce qui est confidentialité et données privées, mais des enjeux de sécurité également à l'échelle des entreprises, pour les secrets, pour les brevets, pour les politiques commerciales, pour les stratégies marketing, et ainsi de suite. Et puis, bien entendu, pour les pays, donc là, on va parler de souveraineté numérique, de souveraineté digitale. Donc,
Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le cloud, alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, on peut faire autrement, mais de plus en plus difficilement. On peut faire autrement, c'est en fait, on peut disposer de ce qu'on appelle un cloud privé. Beaucoup d'entreprises ont mis en place ce qu'on appelle un cloud privé. On peut, disons, utiliser des solutions qui sont installées sur nos propres serveurs, nos propres infrastructures, sur les data centers, ainsi de suite. Mais toujours est-il que c'est de plus en plus difficile parce que les éditeurs aujourd'hui s'orientent principalement vers le cloud. Et donc les solutions qui vont sortir de plus en plus vont être des solutions cloud. Après, à l'échelle des pays, euh, on peut avoir par exemple des arrangements et des conventions avec les grands acteurs pour disposer d'une infrastructure locale pour héberger les données. Ça, c'est ce que ont fait certains pays. C'est l'un des intérêts des négociations qui sont faites, par exemple, entre l'Union européenne et les GAFA pour pouvoir avoir des hébergements qui sont locaux. Alors, bien sûr, on ne peut pas le faire si on n'a pas la capacité en termes de démographie, en termes d'économie pour le faire. Et donc, dans ce sens, ça serait une bonne chose que les pays du Maghreb, les pays arabes ou les pays africains puissent constituer une sorte de consortium pour aller négocier ce genre de choses vis-à-vis des grands acteurs. Parce que l'investissement dans de grands data centers est important. Aujourd'hui, de plus en plus, on a également des acteurs locaux sur le cloud qu'il faut encourager parce que de ça dépend également notre souveraineté sur le cloud. Donc la question de la sécurité, c'est fondamental. Donc là, on va y revenir par la suite par rapport à un sujet qui est important, c'est l'utilisation des outils de conversation ou de communication en ligne tels que Zoom. Voilà, donc ça c'est un peu le cloud. Alors, il faut juste noter une chose, c'est que la notion de cloud, c'est quelque chose qui existait bien avant. Alors, elle existait par rapport aux actifs les plus importants au niveau économique. Alors, avant, les actifs économiques les plus importants, c'était l'argent. Et donc, le système bancaire, quelque part, c'est une sorte de cloud pour l'argent. C'est une façon de centraliser, de sécuriser et de rendre accessible l'argent à tout moment et n'importe où. C'est quelque part une sorte de cloud euh, ou si vous voulez, le cloud, c'est une sorte de banque pour la donnée, comparativement à une banque au système bancaire qui est une banque en fait pour l'actif économique qui est justement l'argent et l'actif financier. Avant, il y avait également un cloud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, alors les gens qui viennent d'Agadir, il faut savoir que, bon, vous savez certainement que Agadir vient des Igouder, en fait c'est le singulier des Igouder. Et Igouder c'est quoi? C'est un grenier collectif, sécurisé. Donc c'est tout simplement, on mettait l'actif économique le plus important à l'époque qui était les aliments, dans un endroit sécurisé, dans des montagnes, donc ça existe encore. Sur Shtuka et Tibaha, il y a encore des igoudaires qui existent, et c'est un grenier collectif, donc tout le monde ramène en fait cet actif économique qui sont les aliments, le ramène au niveau du igoudaire pour le stocker, pour le centraliser, pour le sécuriser, pour le garder. Bien entendu, derrière, il y a une personne, un ami qui veille au grain tout simplement. Donc à chaque fois et dans chaque période, l'actif économique, il est toujours centralisé, sécurisé, protégé, et on va essayer de le gérer, de le rendre accessible à tout le monde. C'est exactement ce qu'on fait au travers du cloud. Deuxième type de technologies qui sont aussi importantes aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, la plupart des gens croient que c'est tout simplement un moyen pour faire de la communication, pour faire de la publicité pour les entreprises, et c'est un moyen pour garder contact avec ses pairs, avec ses amis, avec sa famille, ainsi de suite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est l'un des mécanismes de capture et de collecte de la donnée les plus importants au monde. En fait, au-delà de leur intérêt en termes de communication, de leur intérêt en termes de publicité, mais aujourd'hui, c'est une source d'information inestimable pour les entreprises. Et aujourd'hui, beaucoup de politiques et de stratégies d'entreprise sont centrées autour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, bah, tout simplement, il faut comprendre que au niveau des réseaux sociaux, on partage des informations, on partage beaucoup d'informations. Ces informations sont de différents types et en fait, elles permettent d'avoir une connaissance un peu plus personnalisée de la personne. Certes, on avait de l'information auparavant, dans un compte utilisateur, par exemple sur une application en mode SaaS, bien entendu, on va, euh, on va avoir effectivement des informations, on va avoir de l'information par exemple sur une carte bancaire, mais ça reste des informations qui sont très limitées.
Alors que là, on a des informations sur, par exemple, la consommation, sur ce que fait la personne au quotidien, sur son planning, sur ses amis, sur ses préférences, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il regarde, et ainsi de suite. C'est énormément d'informations. En fait, il ne faut pas du tout croire que tout ce qu'on a au niveau des réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a Snapchat, il y a énormément de réseaux sociaux, et il ne faut pas croire que tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, c'est gratuit. Il n'y a pas de gratuité. Il n'y a jamais de gratuité. Et en fait, il y a un dicton anglais qui dit: When you don't pay for the products, you are the product. Quand vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Donc en fait, le produit qui est vendu, et qui est vendu cher, au niveau des réseaux sociaux, bah, c'est tout simplement vos données, c'est votre profil, c'est vos préférences, et ça, c'est vendu assez cher aux publicitaires. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes par exemple sur YouTube, bah, ce qui est vendu, c'est votre ton cerveau. Et ce ton cerveau est vendu à des publicitaires. Quand vous êtes sur Facebook, ce qui est vendu, c'est toute l'information que vous générez de manière, disons, naturelle, sans que vous vous en rendiez compte, et sans qu'on vous impose quoi que ce soit, que vous partagez avec les autres. Et toute cette information, bien sûr, elle peut être utilisée pour vous, contre vous, selon les cas. Vous allez, vous avez remarqué peut-être dernièrement que, par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, quand vous rentrez sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, bah, vous allez trouver des publicités sur ce que vous avez recherché. Ça, c'est typiquement le genre d'algorithme qui permet justement d'orienter et de recommander les publicités selon le profil utilisateur. Et ça, vous allez le trouver alors, sur Facebook, des fois, vous allez même avoir, par exemple, des recommandations d'amis, de personnes que vous avez rencontrées. Vous n'avez même pas en fait, c'est juste le fait que vous soyez rencontrés, que vous soyez dans le même endroit, ou même des fois que vous avez évoqué dans une conversation. Et ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, une partie des conversations peut être également enregistrée. Donc, les questions de protection de la vie privée, des données personnelles, même d'autorisation, en fait, d'avoir la capacité de supprimer ces données quand on le veut, ça, c'est des enjeux majeurs aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux. Et donc, les réseaux sociaux, effectivement, c'est un élément qui est fondamental. Alors, il faut comprendre là également que quand on utilise Facebook, quand on utilise Twitter, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut partager, qu'est-ce qu'il ne faut pas partager. Parce que c'est un lieu quelque part public. D'une manière ou d'une autre, ces données se retrouvent chez d'autres personnes. Alors d'autres personnes qui sont connectées à vous, mais surtout d'autres personnes qui ne sont même pas, que vous ne connaissez même pas en fait, des personnes avec qui vous n'êtes même pas connecté. Il y a eu le scandale de Cambridge Analytica aux États-Unis qui a démontré en fait toute la puissance des réseaux sociaux, notamment pour faire du micro-marketing et pour faire changer des électeurs indécis d'avis électoral. Voilà, donc ça c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui a bien fonctionné tout simplement parce que ça adresse un besoin. En fait, chacun des réseaux sociaux adresse l'un des besoins naturels de l'homme. Alors c'est principalement les besoins qui sont vus dans le haut de la pyramide de Maslow. Donc on est beaucoup plus dans le besoin d'appartenance, de reconnaissance et d'estime de soi. Et d'ailleurs, vous le remarquez aujourd'hui, quand quelqu'un poste quelque chose sur Facebook, il est en train d'attendre les likes. C'est un besoin de reconnaissance. Les communautés qui se créent sur Facebook autour des pages ou de groupes, ben, c'est un besoin d'appartenance. Ces besoins qui ne sont pas aujourd'hui assouvis par la famille, par la ville, par le pays, ben, ils sont assouvis quelque part au travers des réseaux sociaux. Et donc ce besoin de reconnaissance est tout à fait naturel, mais on va, euh, on va l'utiliser pour que vous puissiez partager le maximum de choses et qu'on puisse connaître plus de choses sur vous. Alors, il ne faut pas, dans ce sens, juste prendre la chose dans son côté négatif. Il y a nécessairement un côté positif de la chose, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de déployer des stratégies d'entreprise, de distribuer des produits de manière un peu plus simple, un peu plus fluide, et sans devoir passer par une chaîne de distribution physique. Ça, c'est également quelque chose d'assez extraordinaire. Ça permet de communiquer de manière bidirectionnelle avec des gens partout dans le monde. Vous pouvez communiquer avec des inventeurs, avec des scientifiques, avec des politiques, avec des économistes, et ainsi de suite. Donc c'est quand même un moyen assez intéressant
Mais toujours dit qu'il faut prendre ses distances et ses précautions. Aujourd'hui, on parle de social distancing, de distancement social dans le cadre du confinement, dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19. Il faut faire également un peu de distancing virtuel par rapport aux réseaux sociaux. Alors, troisième type de technologie, c'est la mobilité, c'est le mobile. Alors, le mobile, ce n'est pas uniquement un terminal. Le mobile, c'est quelque chose qui est aujourd'hui omniprésente dans les conversations, dans la rue, dans la maison, dans l'entreprise. C'est beaucoup plus qu'un terminal. C'est aujourd'hui un canal. Et dans ce sens, en fait, le mobile, il fournit un moyen extraordinaire de capturer les données au plus près de l'utilisateur. Avant, pour par exemple consulter des choses, on était sur les réseaux sociaux, on devait passer par l'ordinateur. Et l'ordinateur, bon, on ne l'a pas tout le temps, il n'est pas accessible à bout de doigts, on doit avoir des dispositions pour l'utiliser, alors que le téléphone, il est partout, il est dans notre poche, il est accessible à tout moment. Et ça, c'est assez extraordinaire. Par contre, il faut également comprendre que euh, qu'un téléphone, c'est bourré de capteurs. C'est énormément d'informations qui remontent. Il y a de l'information sur votre position géographique, ça c'est un capteur GPS. Il y a de l'information sur votre situation. Est-ce que vous êtes en marche, par exemple, vous êtes en voiture ou est-ce que vous êtes assis dans votre bureau? Il y a un accéléromètre, il y a un baromètre, il y a un capteur de proximité. Il y a énormément de capteurs. Il y a des capteurs Bluetooth, NFC, et ainsi de suite. Il y a bien sûr les capteurs caméra, chose qui n'existait pas en tout cas jusqu'à un certain moment au niveau des PC. Et c'est pas pratique dans un PC. C'est plus pratique bien sûr dans un téléphone. Il y a des capteurs audio, on peut enregistrer, et ainsi de suite. Ce qui est encore plus important aujourd'hui dans un téléphone, c'est que la capacité de stockage, la capacité de traitement qui existe dans un téléphone dépasse de loin ce qu'on retrouve dans certains PC. Aujourd'hui, à travers la miniaturisation et avec la loi de Moore et toute la puissance de calcul qu'on peut trouver dans un téléphone, bah, on a la capacité de faire des choses extraordinaires. De faire de la synthèse vocale, par exemple, de faire de la reconnaissance vocale, de faire de l'intelligence artificielle sur un téléphone. On a également des capacités graphiques assez importantes avec des GPU qui sont assez puissants. Donc voilà, le mobile et les réseaux sociaux, c'est deux sources différentes, mais complémentaires de capture de la donnée. Et puis il y a bien entendu l'IoT. Alors l'IoT, c'est une autre source, une troisième source qui vient s'ajouter. Alors l'IoT, c'est l'Internet des objets, c'est les objets connectés. Et là, on va dépasser le cadre de l'homme, parce que les réseaux sociaux sont plus ou moins centrés sur l'homme. Le mobile est également un outil qui est à disposition de l'homme, et d'ailleurs qui fait toute la puissance du digital, parce que c'est à bout de doigts. Avec l'IoT, on dépasse l'homme parce qu'on a les objets connectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les objets de la vie courante, alors ça, c'est la montre, c'est les lunettes, mais c'est également, par exemple, les appareils électroménagers, c'est également la voiture, c'est également les buildings, c'est également les usines, c'est beaucoup d'objets qu'on va pouvoir euh, à Internet qui vont pouvoir capturer de l'information en temps réel, la communiquer pour la centraliser sur un cloud. Ou bien sûr, bon, il y a d'autres dispositifs, par ici également de edge computing, et en fait d'avoir en fait des capacités de stockage de ces données-là au plus près de là où ils sont générés. Mais toujours est-il que dans l'IoT, on génère de la donnée. Alors, ce qui est intéressant là également, c'est pas le même type de données qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux. C'est des données qui sont générées automatiquement sur la base de capteurs, de sensors qu'on va retrouver au niveau de ces objets connectés. Mais c'est des données qui vont être générées chaque seconde. Donc, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment une sorte de pool d'un objet, en fait, toute l'information vitale qui concerne un objet. Et là, on peut connecter un peu tout. Ben, on peut connecter, comme j'ai dit, des moyens de transport, on peut connecter des objets de la vie courante, on peut connecter des appareils électroménagers, on peut connecter des buildings, qui sont utilisés dans l'industrie, on peut connecter énormément de choses. Donc, ces trois technologies sont des technologies de capture de la donnée. Et donc, une fois cette donnée est capturée, où est-ce qu'on va la stocker, où est-ce qu'on va la centraliser, comment on va la sécuriser? Ben, c'est au niveau du cloud. Donc, on a capturé de la donnée, de différentes manières, à partir de différents points d'accès, à partir de l'homme. Alors,
de l'homme qui est en mobilité, mais à partir de la personne également, par rapport à ce qu'il partage, ses préférences, ses intérêts, ainsi de suite, mais également à partir d'objets, et toutes ces données vont se retrouver sur le cloud de manière centralisée. Donc, remarquez que tout tourne autour de la donnée. Et d'ailleurs, quand on regarde effectivement les entreprises les plus riches et les hommes les plus riches dans le monde, c'est souvent des gens qui ont su comprendre tout l'intérêt de cet actif fondamental qui est aujourd'hui l'actif de la donnée. C'est un actif économique qu'on peut transformer en argent assez facilement, aussi bien pour l'homme, pour l'entreprise que pour la société. Donc, tout ça étant fait, on a besoin d'analyser ces données. Parce que ça ne sert à rien de stocker des téraoctets de données si on n'a pas la capacité de les utiliser et de capitaliser dessus, de construire à partir de la donnée de l'information, et à partir de l'information de la connaissance, et à partir de la connaissance de l'intelligence et de la sagesse. Et c'est un peu ce que propose toute la partie Big Data Analytics et la partie intelligence artificielle. Donc, comment on peut transformer cette donnée de manière à la rendre plus utile, plus intéressante et plus intelligente. Et ça, c'est, comme j'ai dit, la partie Big Data. Alors, Big Data, intelligence artificielle. Je vais juste ouvrir une parenthèse pour parler de l'intelligence artificielle, juste pour dire que ce n'est pas un domaine qui est nouveau. C'est un domaine qui existe depuis bien des années. Ça existe depuis les années 60, même avant. Et en fait, on retrouve les mêmes algorithmes. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est que la capacité de stockage a nettement augmenté et la capacité de calcul s'est doublée de manière exponentielle. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une capacité qu'on n'avait pas il y a 20 ans, il y a 10 ans. Le volume de données qui est généré aujourd'hui est énorme. Donc, ça permet vraiment d'alimenter l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, si c'est un moteur, ben, son carburant, c'est la donnée, donc il faut l'alimenter en données. Et plus on a de la donnée qui est réelle, qui est la plus proche de la réalité, qui est générée de manière continue, plus on va pouvoir construire de l'intelligence artificielle. Alors, je vais revenir sur les questions pour répondre à quelques-unes des questions ou des remarques qui ont été évoquées au niveau du live. Mais avant ça, je voulais juste évoquer également d'autres types de technologies. Alors, bon, ça c'est un peu une classification de ces technologies. Bon, c'est ma propre, si vous voulez, classification. Vous pouvez faire trop classification. Donc j'ai classifié ces technologies en quatre catégories. La première, c'est les technologies de communication, de capture et de centralisation de la donnée. Le cloud, le mobile, l'IoT, tout ce qui est géolocalisation, tout ce qui est en lien avec la capture GPS et les réseaux sociaux, c'est des données de capture et de centralisation de la donnée. C'est des technologies pardon, de capture et de centralisation de la donnée. Après, on a les technologies d'analyse et d'intelligence. Ces technologies-là vont nous permettre justement d'analyser ces données pour en sortir l'essence, qui est quelque part l'intelligence, et qui est par la suite alimente l'intelligence artificielle, alimente les robots pour revenir et aider et accompagner et assister l'homme ou la machine dans ses travaux. Donc on va avoir beaucoup d'usages d'intelligence artificielle pour automatiser certaines choses. Là, on va parler par exemple de RPA, Robot Process Automation. On va avoir de l'intelligence artificielle au niveau des robots qui travaillent dans des usines, pour des besoins logistiques par exemple. Donc là, ça va alimenter des robots. Et il y aura beaucoup d'intelligence artificielle qui va être au service de l'homme en termes de reconnaissance par exemple, en termes d'assistance personnelle, et ainsi de suite. Après, il y a d'autres technologies qui sont des technologies que j'appelle de capacité augmentée. C'est en fait qu'est-ce que je peux faire de plus et comment je peux augmenter la capacité de l'homme ou de la machine. Là, on va parler de robotisation et notamment de cobotisation, comment on peut augmenter la capacité de l'homme à travers l'intelligence artificielle. Par exemple, je donne un exemple très simple. Dans les vous savez, la plupart d'entre eux ont des caméras avec intelligence artificielle. Donc votre capacité à prendre des photos est augmentée avec de l'intelligence artificielle et avec un peu de robotisation. L'impression 3D, c'est une technologie de capacité augmentée, donc ça permet d'avoir la capacité à imprimer des objets, et ça c'est devenu quelque chose d'extraordinaire et de très utile, parce que ça libère les capacités de prototypage et les capacités industrielles, mais également c'est très utilisé dans le domaine de la santé, notamment pour les prothèses. Vous avez également les drones, qui fournissent une capacité assez extraordinaire de survol de surface, mais également de pouvoir capter à travers des appareils photo des images, mais également la capacité de délivrer, notamment pour la problématique du last mile, de faire de la livraison, également les technologies de réalité augmentée ou virtuelle. Et enfin, il y a les technologies qui concernent
tout ce qui est sécurisation et confiance. Alors là, on va trouver toutes les technologies qui concernent la cybersécurité. On va trouver la blockchain. La blockchain, c'est une technologie qui permet de distribuer la confiance. C'est très utilisé notamment dans le Bitcoin, mais ça peut être utilisé pour tous les besoins de traçabilité, par exemple dans le domaine alimentaire. Ça peut être utilisé pour des besoins où on veut maîtriser et sécuriser. Alors ça peut être, ça a été déjà essayé pour du vote, par exemple. C'est utilisé également dans des contextes de crowdfunding, des contextes bancaires, et ainsi de suite. Et puis, tout ce qui est biométrie et identification. Toutes les technologies qui permettent d'identifier la personne de différentes manières. Alors, la biométrie, la lecture iris, et ainsi de suite. Alors, je reviens à quelques-unes des questions. Bon, ça, c'est, si vous voulez, l'essentiel des technologies. Après, il y a, bon, tout ça, c'est, disons, ça, c'est les technologies euh, nouvelles. Après, il y a les anciennes technologies qui existaient et sur lesquelles il peut y avoir des prérequis en termes de SI. Donc, on a besoin, pour mettre en place une politique de transformation digitale, de technologie d'intégration et d'ouverture, on a besoin de s'intégrer, de pouvoir accéder à des API, de pouvoir accéder au cloud. Donc, tout ça, c'est des technologies d'intégration, donc des bus d'intégration, les API Gateway, les ETL et autres. On a besoin de technologies d'orchestration et de dématérialisation. Donc là, c'est les anciennes technologies qu'on connaît très bien, la GED, le moteur de workflow, le moteur BPM, c'est également Content Management, Enterprise Content Management et autres. Vous avez besoin de technologies de relations clients, notamment le fameux CRM, qui est très très important pour maîtriser les données clients et qui, quelque part, utilise une bonne partie de ces technologies. Alors, les réseaux sociaux pour le marketing digital, le big data et l'analyse de données pour tout ce qui est segmentation client, et puis la technologie mobile pour la saisie, ainsi de suite. Également le self-care et tout ce qui est également autre type de terminaux d'accès tels que les GAB, les kiosques ou autres. Vous avez les technologies de business intelligence et de capture de la donnée, donc technologies de data visualisation, de BI léger, ainsi de suite, et technologies de collaboration et de communication. Là, de manière globale, une synthèse de ce qu'on retrouve en termes technologiques au niveau des différentes initiatives. Alors, je voulais juste répondre à quelques-unes des questions. Donc, bon, merci à toutes les personnes qui regardent et j'espère que ça a été un peu utile. Alors, une question par rapport au CRM. Le CRM, c'est une technologie qui existait bien avant au niveau du SI, qui aujourd'hui est au cœur de la digitalisation parce que au cœur de la digitalisation, il y a l'expérience client et la relation client. Et donc, en fait, on peut mener un CRM, une logique classique, un SI de gestion, mais on peut le mener vraiment avec une logique digitale. Et là, il faut avoir plus d'orientation client, il faut plus reposer sur la donnée et il faut vraiment capturer l'information au maximum. Il y avait une question, je crois, avant sur la transformation digitale dans le secteur public. Je vais y revenir très rapidement. L'apport entre l'humain et la transformation digitale. Alors oui, c'est un grand sujet, effectivement. Donc aujourd'hui, quand on parle de la transformation digitale, effectivement, il y a différentes postures de l'homme vis-à-vis de cette transformation. On peut être dans une logique effectivement de déni, de rejet, on peut être dans une logique d'acceptation, on peut être vraiment au cœur de la transformation digitale. En tout cas, aujourd'hui, c'est très en lien avec la psychologie et la sociologie. On voit clairement qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des générations qu'on appelle des générations connectés. C'est des générations qui sont nées dans le digital, donc qui sont plus à même de porter le digital. Il y a des générations qui sont un peu plus dans le déni, donc il y a également cet aspect-là. Il faut savoir que la technologie impacte et influence la psychologie et la sociologie. Elle impacte les relations humaines et elle impacte fondamentalement la façon avec laquelle on conçoit le monde et on se conçoit. Par exemple, quand on parle de ces technologies-là, il y a un impact sur l'identité. Aujourd'hui, l'identité n'est plus ce qu'elle était auparavant. Auparavant, on s'identifiait à une tribu, à une ville, à une famille, à un pays. Aujourd'hui, on s'identifie beaucoup plus par rapport aux réseaux sociaux. Ça change la façon avec laquelle on conçoit la propriété. Ça change la façon avec laquelle on conçoit la priorité. Et donc, ça change énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre les mécanismes et le mindset qui est associé à la technologie pour mieux approcher la mise en place de projets de transformation digitale. Alors, l'algorithme sur les réseaux sociaux. En fait, il y a un ensemble d'algorithmes sur les réseaux sociaux. Ces algorithmes de recommandation, aujourd'hui, par exemple, quand vous ouvrez votre fil d'actualité, ce qui remonte en haut, c'est des algorithmes qui le gèrent.
pourquoi vous avez certaines choses qui vous sont proposées, pourquoi il y a des publicités qui vous sont proposées qui ne sont pas proposées à d'autres, quelles sont les pages que vous pouvez visualiser. Tout ça, c'est des choses qui sont liées à des algorithmes. Et donc, c'est important de comprendre que tout ça n'est pas fait n'importe comment. En fait, c'est bien voulu, c'est assez bien étudié. Il y a derrière des algorithmes assez poussés qui permettent justement soit de remonter. Et ça, c'est très important parce qu'il faut des fois hacker ces algorithmes. En fait, il faut pouvoir détourner ces algorithmes. Parce que sinon, on peut se retrouver pendant longtemps à ne voir de la réalité que ce qui nous est présenté par le fil d'actualité de Facebook ou par Twitter. Donc il faut pouvoir, de manière répétée, revenir pour redéfinir les abonnements d'IANA, pour changer de choses qu'on like, augmenter sa communauté ou la diversifier, ainsi de suite, pour voir autre chose. Alors l'agile, on en a parlé la dernière fois, en fait, clairement, on ne peut pas faire de la digitalisation sans avoir de l'agilité. Et quand on parle d'agilité, c'est pas uniquement l'agilité en termes de projet, le management agile, ou la gestion de projets agiles, mais également en fait tout ce qui est agilité en termes d'achat, en termes de recrutement, en termes de sourcing, en termes de processus de manière plus globale au niveau de l'entreprise. Donc l'agilité elle est au cœur. Pourquoi? Parce que dans ces nouvelles technologies, dans la transformation digitale, le cycle il est court. Et donc il faut rapidement pouvoir capturer la technologie, donc à travers de la veille, la tester, la prototyper, et à partir du prototypage, faire un test grandeur nature, et sur la base de ça, réitérer pour améliorer en continu. Donc c'est très très important d'être dans une démarche agile si on veut réussir cette transformation digitale. Alors, quelles sont les tendances actuelles 2020-2021 concernant le cloud et ses usages euh, alors, donc, les tendances par rapport au cloud, donc aujourd'hui, bien sûr, il y a une forte tendance vers le cloud, surtout notamment avec le confinement généralisé. Donc, de plus en plus, on va utiliser des services qui sont dans le cloud, notamment pour la communication, pour la collaboration, pour faire du télétravail, téléenseignement. On va revenir sur ça. Alors, qui travaille sur le SI, alors, sur la transformation digitale, il y a différentes approches. Il y a une approche qui est du SI. Donc, on va retrouver les gens du SI qui font la transformation digitale avec les avantages et les inconvénients. Des fois, on va positionner la transformation digitale au niveau, par exemple, des métiers, notamment au niveau du commercial ou du marketing. Et là, on peut rater des choses par rapport aux prérequis SI, parce qu'il y a certainement des prérequis. Il faut que le SI soit prêt. Il faut qu'il y ait un ensemble de briques technologiques qu'on appelle les actifs digitaux dans le SI pour pouvoir aller de l'avant et aller plus rapidement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y avait également une question sur la transformation digitale dans le public. Alors dans le public, c'est assez compliqué. En fait, l'une des raisons pour lesquelles c'est assez difficile de mettre en place cette transformation digitale dans le public, c'est la question du mindset qu'on a évoqué. Alors, notamment parce que au niveau des organismes publics, on n'a pas nécessairement de l'agilité. Pour des raisons réglementaires, parce qu'aujourd'hui, par exemple, les marchés publics ne peuvent pas, vu la réglementation, vu la loi sur les marchés publics, ne peut pas être en mode agile. Ça commence à changer, je crois qu'il y a des verrous qui vont sauter de manière assez concrète, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore le cas. Également, en termes d'organisation, on n'est pas dans une organisation collaborative. On est beaucoup plus dans des organisations assez hiérarchiques, donc c'est très difficile, là, justement, d'implémenter du digital. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec le Covid, il y a des verrous qui sont en train de sauter, parce qu'on est obligé de faire des choses, on est obligé de dépasser la logique papier, on est obligé de faire les choses assez rapidement. J'espère que ça ne va pas être temporaire, ça va pas être des choses. Parce que déjà dans la précipitation, on peut faire des choses qui ne sont pas bonnes, on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, mais surtout, il faut comprendre que des fois, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Donc peut-être on peut revenir sur des acquis. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses qui se font, qui commencent à se faire. J'espère que ça va aller dans ce sens. Alors, quelles sont les étapes pour question de ça, donc, quelles sont les étapes à suivre afin d'adhérer au mindset digital? Alors déjà, je crois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Comment faire pour implémenter ces technologies?
il faut commencer petit. Il faut commencer par des technologies qui sont très simples. Croire qu'il y a des choses qui sont très complexes. Des fois, c'est des technologies qui sont assez simples. Les gens qui ont commencé, par exemple, à utiliser des outils comme Zoom ou comme Hangouts pour faire des réunions, vous avez constaté que c'est pas énormément complexe. Les gens qui ont commencé à utiliser WhatsApp, par exemple, pour les cours, notamment dans les écoles, bah, c'est pas quelque chose de très complexe. C'est vrai qu'il y a une certaine complexité. Ce n'est pas aussi simple que, bien sûr, un cours en présentiel, mais on peut faire les choses d'une manière un peu plus importante. Maintenant, il faut tester. Je crois que parmi les démarches les plus importantes au niveau de la transformation digitale, c'est la logique test and learn. Ça veut dire, en fait, il faut vraiment être dans une logique de test and learn. On va essayer, on va mettre par exemple en place, on peut commencer par déjà avoir un site web pour les entreprises qui n'en ont pas, commencer à avoir une certaine présence dans les réseaux sociaux, essayer à chaque fois de tester ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, tester la photo, la vidéo, le texte, voir les interactions, et au fur et à mesure capturer de la donnée pour pouvoir améliorer en continu. Après, il peut y avoir des outils. On peut commencer par déjà mettre en place le SI de gestion classique, le RP, si on ne l'a pas. Après, on commence à rentrer dans des choses un peu plus digitales, le CRM et autres. Je voulais juste revenir en une minute, 2 minutes sur la question de Zoom. Il y a des gens aujourd'hui, bon, il y a eu un circulaire de la DGSSI par rapport à Zoom et aux risques qui sont associés à l'utilisation de Zoom. Je voulais juste faire la remarque suivante. Aujourd'hui, en fait, tous les systèmes qui permettent d'accéder à Internet, et même les systèmes qui sont en local dans les entreprises, euh, ont des vulnérabilités. Aujourd'hui, le navigateur Internet ou même votre système d'exploitation, de manière régulière, il publie des, euh, des upgrades, il publie des patchs par rapport à des vulnérabilités. Donc, le fait de découvrir une vulnérabilité, c'est quelque chose qui est assez classique. Même quand on parle de 0D, généralement dans les vulnérabilités, dans la sécurité ici, dès lors qu'on découvre le 0D, ce n'est plus une vulnérabilité. Puis ça ne veut pas dire que c'est des vulnérabilités qui sont très fortes. Alors quand on regarde des outils de visioconférencing, vous avez deux types. Vous avez les outils classiques tels que Webex, tels que Skype par exemple, qui sont plus ou moins assez sécurisés, mais avec une expérience utilisateur généralement pas très facile, en tout cas au démarrage. Au démarrage, ça demande un effort. Vous avez les nouveaux outils tels que Hangouts par exemple, tels que Zoom ou autres, où là l'expérience est un peu plus simple. Donc vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas de connaissances informatiques qui peuvent commencer à utiliser sans aucun frein. Mais du coup, vous pouvez avoir quelques vulnérabilités. Alors, vulnérabilité zéro, ça n'existe pas. Donc, ce que vous avez pu voir sur Zoom, ben, ça existe très certainement sur des outils comme Hangout ou sur d'autres outils. Même sur du WebEx, vous avez des vulnérabilités, vous n'avez pas la sécurité à 100%. Oui, c'est votre time. Je suis en train de terminer, de clôturer. Donc, sur ces sujets-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas de vulnérabilité. Ça dépend énormément du comportement de l'utilisateur, de l'usage. C'est-à-dire tout simplement que, par exemple, la vulnérabilité qui a été déclarée, ben, c'est très simplement euh, des liens qui peuvent être envoyés sur la conversation et qui peuvent accéder à votre login mot de passe Windows. Donc, bien sûr, si vous cliquez sur des liens qui ne sont pas, qui sont pas connus, quelle que soit l'application, vous le faites sur WhatsApp, vous le faites sur Hangout, vous le faites sur Zoom, ben, c'est la même chose, c'est le même résultat. Après, bien sûr, c'est une question, est-ce qu'il donne accès? En tout cas, une bonne partie de ces vulnérabilités, pas toutes, ont été réglées dans une mise à jour. Donc, il faut installer la mise à jour sur PC. Ces vulnérabilités concernent principalement PC et Mac. Donc ça ne concerne pas le téléphone pour l'instant. Il y en aura certainement d'autres par la suite. Deuxième élément, il faut comprendre que dans les applications de ce type-là, on ne peut pas être sécurisé, sinon ça va impacter également la performance. Il faut savoir qu'il y a un triptyque, la sécurité, la performance et l'usabilité. Si on veut augmenter l'un d'eux, bah, ça va être certainement dépendre de l'autre. Donc si on veut avoir une sécurité maximum, la performance va diminuer, parce que si on veut par exemple faire du cryptage end-to-end de haut niveau pour les vidéos, donc automatiquement ça va impacter la performance, et automatiquement ça va impacter bien entendu l'usabilité. De même si on fait l'inverse, si on veut avoir quelque chose de très sécurisé, ben, ça va être au dépend de la performance et de l'usabilité, ou si on veut avoir quelque chose de simple à utiliser, ça va être au dépend de certains mécanismes de sécurité ou de performance.
Maintenant, il y a des bonnes pratiques à utiliser. Quand on va utiliser un outil comme Zoom, ben, il faut généralement mettre un mot de passe pour la réunion. Il faut communiquer le numéro de la réunion dans un canal et le mot de passe dans un autre canal. Comme ça, on a ce qu'on appelle une authentification à deux facteurs, entre parenthèses. Euh, on peut activer ce qu'on appelle le waiting room, la salle d'attente. Comme ça, on identifie les personnes qui rentrent dans une réunion. Il faut par défaut désactiver la caméra, parce que là également, il peut y avoir des dégâts. Il y a des gens qui activent involontairement la caméra et ça peut poser des problèmes. Il faut également utiliser certaines fonctionnalités de sécurisation qui existent également. On peut avoir par exemple une sécurité end-to-end de la messagerie. Tout ça, c'est des éléments à noter. Euh, une dernière question, est-ce que l'agilité est un prérequis pour la digitalisation ou c'est une conséquence? À mon sens, c'est les deux. Alors c'est un prérequis en termes de mise en place, quand on parle d'agilité, de management agile. Et c'est un résultat en termes d'agilité métier, parce que ça permet d'avoir une certaine agilité du métier, une évolutivité des process, une évolutivité des façons avec lesquelles on gère les clients. Et donc, c'est une conséquence. L'agilité métier est une conséquence, et le management agile est un prérequis ou quelque chose qui va accompagner le business. Ça s'appelle bonjour, à quoi ça sert? Bon, sincèrement, je ne sais pas. Je vais essayer de terminer là. En tout cas, c'était encore une fois un plaisir. Peut-être on va revenir sur d'autres sujets technologiques pour la prochaine séance. J'avais le plaisir de vous accompagner dans le cadre de l'initiative Private Dar, qui est une équipe qui fait des choses extraordinaires. Je vous remercie du fond de mon cœur. Et puis, j'étais avec vous, Marcin Khadissi, professeur universitaire, consultant international et entrepreneur, et intéressé par la transformation digitale. Je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, on n'a plus de différence entre le week-end et les jours normaux. Et je vous souhaite toute la réussite dans vos carrières personnelles, d'enseignement et professionnelles. Et à la semaine prochaine, à la même heure et au même endroit. Merci beaucoup.